bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et avec Olivier de Scooter, chaque jour de la semaine, en quelques minutes, nous vous expliquons comment débuter, progresser et enfin performer dans le triple effort. Aidez-nous à faire grandir la communauté en partageant ce podcast au plus grand nombre et en laissant une revue et une note sur Apple Podcast. Ça nous aide vraiment à progresser et à monter dans les classements. Allez, assez parlé, place à notre épisode du jour. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast Ohana. Nous sommes le mercredi 3 mars et comme d'habitude, à mes côtés, j'ai Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Hermano. Comment vas-tu ? Écoute, je vais très bien. On a eu plaisir d'écouter l'histoire, l'enfance et la jeunesse de Claire Michel et ses débuts dans le triathlon. Et je suis assez impatient d'écouter le reste. On en était resté au fait que Claire, tu voulais aller aux Jeux Olympiques, mais tu devais d'abord t'acheter un vélo. Voilà, c'est ça. Donc je suis impatient d'écouter le reste. Comme tu le dis Olivier, nous avons la chance cette semaine d'avoir une invitée, à savoir Claire Michel. D'ailleurs, Claire, bonjour. Salut. Comme le disait Olivier, hier, nous avons abordé déjà une première partie de ta présentation avec ton enfance et tes débuts dans le triathlon. Est-ce qu'on pourrait revenir maintenant sur ce qui t'a emmené vers les Jeux de Rio 2016 ? Donc effectivement, j'expliquais hier que j'ai fait quelques triathlons fin 2012, début 2013 en Belgique. Et là, j'ai rencontré le directeur technique qui m'a invité pour aller faire des stages de triathlon. Et donc, du coup, j'ai été acheter mon premier vélo, qui est un Ridley. Et là, j'ai fait les premiers stages, mais je pense qu'au début du triathlon, déjà, c'est un gros investissement. Il faut s'y retrouver aussi dans tous les matériels, parce que c'est pas que le vélo, c'est le casque, c'est les chaussures, c'est les cales, c'est comment le mettre, c'est la position sur le vélo. Même les chaussures course à pied, il faut des élastiques spéciales après il faut travailler les transitions, la combi de natation. Donc, en fait, il y avait vraiment un très, très gros apprentissage technique. On peut dire que voilà, j'ai fait de la natation auparavant et j'ai fait de la course à pied. Mais c'est pas le même sport, il y a rien à faire. C'est l'enchaînement des trois, c'est apprendre à gérer les trois disciplines. Je pense au début quand j'ai commencé à vélo aussi, j'avais des crampes tout le temps parce que c'est juste on travaille un peu les autres muscles d'une autre manière, etc. Donc il y avait vraiment un gros apprentissage et j'étais en stage et j'avais 23 ans, je pense, et 23 ou 24 et la majorité des autres, c'était des jeunes élites ou des jeunes espoirs belges. Mais qu'est-ce que j'ai posé des questions, mais à des 16, 17, 18 ans, 19 ans. Mais ils avaient peut-être 5, 6, 7 ans de plus d'expérience que moi. C'était incroyable parce qu'il y en a beaucoup qui ont déjà commencé le triathlon, ils connaissaient déjà à leurs 12, 13 ans. Donc, c'était vraiment un gros apprentissage et voilà, c'est un peu compliqué au début, mais on s'y trouve petit à petit. Ok, donc là, 2012, 2013, tu commences le triathlon, tu as un objectif, tu l'as clairement dit au DTN, donc au directeur technique national, c'est Rio. Bon, on passe sur les 4 ans qui suivent et tu arrives à Rio. Finalement, tu arrives à te qualifier pour aller à Rio. Allez, on prend 2 minutes sur la qualif pour Rio, s'il te plaît. Donc, en fait, la qualification pour les Jeux Olympiques, en fait, ça dure 2 ans. Je vais essayer de simplifier parce que c'est un peu compliqué, mais ça dure 2 ans. Ça commence en mai, par exemple, 2014 et ça se termine en mai 2016. Il y a un ranking olympique qui se fait sur base de points. Et en gros, c'est le top 55 mondial dans ce ranking avec un maximum de 2 ou 3 par pays qui peuvent y aller. Et donc, voilà, moi je n'avais je ne sais pas, ranking 0, quoi. Je n'avais pas de ranking vu que je n'avais pas encore fait de course internationale. Donc, on avait vraiment un gros chemin à faire. Et en fait, le directeur technique m'a présenté, si tu veux, une stratégie de course. Donc, il y a plusieurs niveaux. Donc, il y a les World Series, ce qui est le plus haut niveau. Ensuite, en dessous de ça, il y a des coupes du monde. Et en dessous de ça, il y a des coupes continentales. Donc, les coupes d'Europe, des coupes d'Asie, etc. Je pense que j'ai fait 2 courses en Belgique, le championnat de Belgique, et après, j'ai fait ma première coupe d'Europe. On a un peu brûlé les étapes et il m'a dit, écoute, tu risques d'être 50e à ta première course, ce qui était plus ou moins le cas. Et donc, j'ai vraiment ce souvenir de cette première coupe d'Europe, qu'en fait, j'arrive, bon, je nage encore, ça va encore. Je sors entre le premier pack et le deuxième pack. Donc, il faut savoir
dans tout ce qu'on fait, c'est avec drafting autorisé. Donc ça veut dire que les vélos peuvent se suivre. On peut rouler en peloton comme dans le Tour de France, sauf qu'on n'a pas encore, on n'est pas vraiment à leur niveau non plus. Donc ça change tout à fait la dynamique de course. Ça veut dire que si on nage, par exemple, je ne sais pas moi, 20 secondes trop lent en sortant de l'eau, ben peut-être qu'il y a déjà un peloton qui s'est formé, qui est parti. Et là, c'est très très dur, sauf si on est vraiment très fort à vélo, de pouvoir rattraper ce retard qu'on a pris en natation. Et donc, en fait, ces petites secondes de natation sont très très importantes. Ça fait aussi que les transitions sont très très importantes. Donc, il faut pouvoir vraiment sprinter à fond en sortant de l'eau. Voilà, mettre son casque immédiatement, sortir de sa combi de natation, sauter sur son vélo avec les chaussures qui sont déjà dessus, mettre les deux pieds dedans, slap, plap, et commencer directement à pédaler et aller à bloc pour rattraper le peloton. Donc cette première course, moi je me retrouve entre le groupe de tête et le deuxième gros peloton. Mais j'avais jamais roulé dans un peloton dans ma vie. Et donc, d'un coup, il y a 30 filles comme ça qui viennent derrière moi, mais de tous les côtés. J'étais là, mais c'est quoi ce truc? J'avais vraiment peur. Je me dis, mais en plus, ça se bousculait dans tous les sens. C'était un parcours un peu technique, donc il y avait beaucoup de virages et tout ça un peu. Parce que souvent, c'est des petits circuits de 3, 4, 5 kilomètres. Avec plusieurs boucles. Et donc, du coup, moi, je me dis, mais wow, ce truc, c'est pas pour moi, quoi. J'ai eu vraiment peur. Je pense aussi, c'est que souvent, avant ça, je n'avais pas trop roulé en groupe. Et j'ai eu la malchance de les premiers 4-5 mois que j'ai eu un vélo, j'ai fait une chute tous les 3-4 semaines. Je suis pas fait super mal. J'ai jamais eu, vraiment enfin, maintenant, oui, mais c'était pas des grosses chutes à vélo, mais c'était tous les trucs au début où, par exemple, ben voilà, je disais les cales, par exemple. On arrive à un stop, on n'arrive pas à déclipser, attends, et on tombe sur le côté. Tu vois, Olivier, il n'y a pas que moi qui tombe tout le temps. Ça arrivé à tous les cyclistes. Ça arrive à tous les cyclistes, voilà. Mais bon, c'est des petites choses. La porte qui s'ouvre d'une voiture qui est garée sur le côté, on passe trop proche. La ligne blanche quand c'est mouillé. Voilà. Tu les as toutes faites, quoi. Voilà, quand il y a un peu de sable ou quelque chose qu'on ne voit pas, ou un gros trou et on le prend mal, et voilà. Donc, toute cette chute-là a fait que j'étais déjà fort refroidie par rapport au vélo. Et en Belgique, il pleut souvent, tu sais. Donc, mais tu vois, en course à pied, s'il pleut, c'est pas grave. Je me rendais pas compte au début. Voilà, ça paraît très bête, mais c'est toutes des petites choses comme ça qu'on apprend au tout début. Mais ça m'a vraiment refroidi du vélo, et donc vraiment j'ai ce souvenir des premières courses, d'apprendre à rouler en peloton. Je me souviens que je me suis sortie de là et j'ai dit waouh, il faut absolument que je m'entraîne à faire ça, que j'apprends à rouler dans les roues, que je sais comment. Tu vois, que si quelqu'un me touche les coudes en vélo, ben que c'est pas grave, qu'il faut être souple, qu'il faut être relâché sur le vélo. Mais bon, quand on est un peu anxieuse ou nerveuse, c'est facile à dire, voilà, sois relâché, mais le faire en pratique, c'est encore autre chose. Voilà, encore le travail de gens qui revient. Ouais, on va y revenir justement après, parce que tu mets bien en situation et on pourra reparler justement de toute la préparation mentale qu'il y a autour de ça. Mais donc du coup, ça, c'est tes premières courses qui sont un peu difficiles. Et finalement, la route jusqu'à Rio, tu nous disais que c'était les 55 premières femmes au ranking qui étaient qualifiées pour aller aux Jeux Olympiques. T'en étais pas si loin. Donc la course à pied restait mon point fort. Donc c'est-à-dire que la situation de course faisait que je déposais le vélo avec le groupe de tête ou tout près du groupe de tête. J'avais souvent la possibilité de courir pour un podium ou un top 5 ou quelque chose comme ça. C'est ça qui me donnait beaucoup de points. Par contre, voilà, si je nageais 15 secondes trop lent et que j'étais dans le deuxième groupe, ou que voilà, j'ai eu peur à vélo et je me fais lâcher par le groupe, tu veux bien courir, mais au très haut niveau. Oui, 1 minute sur 10 000 à très haut niveau, c'est fini, quoi, t'es loin. Oui, voilà, les autres courent vite aussi. tout le monde s'entraîne, donc non, c'était très compliqué, et ça a fait aussi que j'ai dû vraiment me battre jusqu'à la fin. De la qualification. J'ai fait presque toutes les courses pour essayer de grappiller tous les points possibles pour y arriver. Donc heureusement, ça a quand même, j'ai réussi à le faire, mais il y avait des hauts et des bas, ça c'est sûr, et comme je disais, ben voilà, il fallait rattraper un retard d'expérience sur très très peu de temps. Il fallait pas avoir peur non plus, voilà, d'accepter que j'étais 35e ou 40e, ou j'ai pas eu des podiums tout de suite, ça c'est sûr. Et il fallait pas trop se laisser démoraliser par ça. Et ce qui est intéressant, je trouve aussi avec le triathlon, c'est qu'on peut faire parfois une bonne natation, et après un mauvais vélo, et après peut-être toujours tu vois, il y a toujours des parties qui sont bien dans la course, mais c'est
arriver à mettre tout le puzzle ensemble le même jour, ça c'est pas évident. Et donc il faut aussi pouvoir prendre de la confiance que même si le résultat n'était pas bon en soi, que le chiffre final n'était pas bon, mais peut-être qu'il y a quand même des parties qui ont montré vraiment du progrès ou une amélioration et prendre du confiance de ça. Ça, c'était important. Et comment tu fais pour garder la motivation comme ça quand tu fais des résultats au début qui sont un peu médiocres, ou t'arrives dans les derniers, t'as du mal, enfin c'est difficile. Comment tu fais pour garder en tête c'est pas grave, moi je vais au JO de toute façon quoi qu'il arrive. C'est un paradoxe dans le sport, mais tout ce qui est autour de nous, donc c'est-à-dire les médias, les directeurs techniques, peut-être les sponsors, etc. Eux, ils se concentrent sur les résultats. Donc, ce qui est important, c'est les chiffres, etc. Et en soi, oui, c'est important, mais moi, je dois mettre 99% de mon énergie, voire 100% de mon énergie. Donc, est-ce que je peux améliorer mon processus et ma façon de faire les choses? Et je me souviens une fois d'avoir eu une discussion avec mon entraîneur à l'époque. Il me disait, oui, il faudrait faire une 17e place pour avoir 280 points. Et comme ça, tu peux monter dans le ranking tel et tel. Et je suis là, écoute, si je cours pour la 3e place ou la 30e place, je vais quand même essayer de faire mon mieux. Donc, j'ai dû lui dire, en fait, d'avoir un peu un détachement mental du résultat de la performance. Parce que le plus que moi je me concentre sur ma performance et la manière que moi peux faire les choses, le mieux c'est souvent. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé avec Jean, de pouvoir se focaliser sur le moment présent, parce qu'en fait, c'est là où j'ai le contrôle, c'est là où j'ai le maîtrise. S'il y a quelqu'un d'autre qui est plus fort que moi qui gagne, ben voilà, ok. Moi, j'ai pas de contrôle sur ce résultat-là, mais ce que je peux contrôler, c'est vraiment, et ce que je peux maîtriser, et essayer d'améliorer surtout, c'est ma performance et ma manière de faire les choses, que ce soit à l'entraînement ou dans une course. Voilà, j'ai vraiment essayé de me focaliser là-dessus, et ça a été vraiment une transition, parce que je suis quelqu'un à la base qui est plutôt perfectionniste, et perfectionniste, en fait, c'est un peu catastrophique dans le sport. Et c'est plutôt la recherche de l'excellence qu'il faut faire, et ça, c'est une distinction très très importante. Parce que la perfection n'existe pas, il n'y a pas une course parfaite. Donc pour moi la motivation, elle vient en fait, je l'ai eu en fait cette saison, je reviens d'une grave accident du genou, et je finis une Coupe du Monde la saison passée et j'étais 14e, ce qui n'est pas extraordinaire pour moi. Mais j'étais tellement fière de la manière que j'ai fait la course, parce que c'était vraiment une amélioration. Et là, c'est quelque chose qui vient de justement d'avoir son énergie sur le processus et pas sur le résultat. Donc c'est super intéressant ce que tu dis, et je pense que finalement ça s'applique en fait bien au-delà du simple triathlon. Hein, c'est de pouvoir se fixer effectivement des objectifs sur le long terme. Où, oui, on va parler de résultats à terme, parce que typiquement une qualification pour les JO, bah oui, on parle de résultats, mais par contre effectivement au jour le jour et dans le moment présent, se focaliser sur le processus, parce que quelles sont les actions qu'on doit faire dans l'immédiat pour pouvoir atteindre cet objectif à long terme. Et donc ça, je pense que c'est une distinction qui est super importante, que ce soit dans le sport ou même dans d'autres domaines. Et je rajouterais aussi que aller du jour au jour, parce que c'est souvent un travail qui est répétitif, qui demande beaucoup d'heures, beaucoup d'énergie aussi. Et donc, le plus qu'on arrive à réduire, non pas réduire, mais diviser, je dirais, les étapes et les objectifs en vraiment des choses assez petites. On ne demande pas de se qualifier pour les Jeux Olympiques d'un coup, parce que en fait ça je trouve que ça peut être très très stressant, presque c'est trop grand. Donc il faut que c'est quelque chose que je peux réussir à faire aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Quand je réussis aussi à des petits objectifs, ben voilà, on est content. Et donc du coup, s'il y a un mécanisme aussi comme boule de neige, donc si on se fixe des très petits objectifs et qu'on les réussisse, ben voilà, on peut être fier de ça, et ça donne une énergie pour attaquer le prochain petit objectif. J'ai du mal à transitionner là-dessus, parce que c'est beaucoup de messages très inspirants. On n'est pas encore arrivé à Rio, mais on arrivera dans l'épisode de demain, et puis surtout on va voir un petit peu ce que vous avez mis en place, et quelle a été l'approche de Jean, et puis surtout comment est-ce que le sportif aborde l'approche d'un préparateur mental quand il se rend compte qu'il va avoir besoin d'un préparateur mental, ou quand quelqu'un lui dit écoute, va voir un tel, c'est un bon coach mental, et on va voir ce que ça donne. Donc Claire, Olivier, je vous donne rendez-vous demain. À demain. À demain. Ciao. Vous avez apprécié cet épisode? Alors taguez ohana_tri sur Instagram, et si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire sur Apple Podcast.